Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Et coucou! Aujourd'hui une vidéo analyse d'eau et non pas chantier. Si vous ne le savez pas encore, donc on n'est pas relié au réseau d'eau. Donc on a plein de sources sur le terrain et on avait décidé de creuser un puits. Donc la maison sera alimentée par ce puits et c'est le mobil-home qui est actuellement alimenté. Donc l'eau c'est la vie, donc on voulait vraiment savoir quelle était la qualité de l'eau qu'on consommait, c'était très important pour nous et par rapport à nos enfants aussi. Donc on a voulu faire analyser l'eau du puits et aussi l'eau d'une source dans laquelle on se sert assez régulièrement en été surtout. Si on n'a pas envie de remonter au mobil-home ou quoi, on prend la gourde, on va se servir directement dans la source. Et surtout, Jérôme et sa famille consomment uniquement cette eau au quotidien, toute l'année. Donc je vais vous laisser avec la vidéo des prélèvements pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Et puis je vais vous retrouver pour vous expliquer un petit peu tout ce qui a été analysé. Quelles sont les nuisances éventuelles d'un trop-plein de tel ou tel élément, organisme, bactéries, machin. Et puis je vous dirai du coup quels sont les résultats de nos analyses et ce qui va en découler, quelles mesures on va prendre par rapport à ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je me suis documentée sur le site de la Société française des médecines d'urgence. Donc voilà, j'ai appris plein de choses aussi et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Désolée si des fois je baisse un peu les yeux, ce sera pour regarder un petit peu toutes les notes que j'ai prises et puis les résultats d'analyse du puits et de la source. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment s'est passé le prélèvement et on se retrouve tout de suite après. Une autre vidéo partenariat. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire tester notre eau. Donc on a cherché où faire cette analyse d'eau et je suis tombée sur un site qui s'appelle Josmose. Donc ils vendent des osmoseurs, enfin tout le matériel de traitement de l'eau. Et ils se spécialisent un peu plus là dans l'autonomie. Et ils proposent des analyses d'eau, donc c'est pas eux qui le font, c'est un laboratoire avec lequel ils sont partenaires. Donc je les ai contactés pour savoir s'ils seraient d'accord pour un partenariat. Et ils m'ont dit oui. Donc cette vidéo est en partenariat avec le site Josmose. Donc qui nous offre l'analyse de notre eau donc via le laboratoire Resalab, donc qui nous a envoyé des kits de prélèvement. Donc Resalab qui se trouve en Bretagne, donc ils nous ont envoyé ces petits kits là. Nous on a demandé la totale. Donc analyse, c'est analyse bactériologique et physico-chimique. Donc du coup on a reçu deux kits comme ça, donc un pour la source et un pour l'eau du puits. Et donc on a deux bidons comme ça, donc parce que c'est deux analyses différentes, donc un bidon pour l'analyse bactériologique et un bidon pour l'analyse physico-chimique. Donc voilà, j'ai deux bidons comme ça, et je vais aller prélever l'eau à la source et l'eau au mobil-home. Normalement, là où on prélève l'eau, on est censé désinfecter d'une manière ou d'une autre. Bon là, la source, je vais pas mettre de la javel dedans, donc ça va être un prélèvement pur et dur quoi. On peut aller jusqu'à 400.
Hop. Premier bidon fait. Quel doigté? Pas là. Ah mais attends. Mais non, rien. Je me dis putain, il se remplit pas le truc. Eh bah, c'est du direct live, hein? Quelle idée. Ah, c'est mieux. La source, c'est fait. Donc, je vais faire mon prélèvement au niveau du puits. Donc, dans le mobil-home, je vais retirer ça, histoire d'éviter la contamination. Parce que je sais pas quand ça a été nettoyé. Hop, je vais désinfecter à l'alcool. Et je fais couler pendant 10 minutes. Une minute. au moins 1 minute. Ça peut être 10 minutes. Au moins 1 minute. Et ensuite, il faudra que je prélève dans les 2 flacons sans arrêter l'eau. Et ce sera bon. Et là, ça flotte. Sinon, tu vas en slip dans le puits. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Ah, tu parles pour rendre l'eau là-bas? Ah ouais, non, non, c'est bon. Jérôme t'aurait prêté un slip. Bon, Allez. on peut effectuer le prélèvement. Tout à fait. T'envoies la sauce. Non mais j'y arrive pas là-dessus. Faut tirer dessus. Vas-y, Bruno. Donc ça, je remets dans le carton qui avait été fourni par Résalab avec la petite étiquette. Je vais rescotcher et je vais coller la petite étiquette Chronopost, déposer au relais pick-up et la suite quand on aura les résultats. Voilà. Eh ben, on attend les résultats maintenant. À plus tard. Voilà pour le prélèvement. Du coup, une quinzaine de jours après, je crois, peut-être même moins. En tout cas, assez rapidement après, on a reçu les résultats de l'analyse par mail, donc pour les deux. Donc le puits et la source. Donc comme je disais, c'est le laboratoire Résalab en Bretagne. Donc c'est un laboratoire d'analyse de biologie vétérinaire qui a fait ces analyses. On va commencer par l'analyse bactériologie. On parle en UFC pour l'unité de mesure. Alors une UFC c'est quoi? C'est unité formant colonie. Ça signifie quoi? C'est l'estimation du nombre de bactéries ou de cellules fongiques viables dans un échantillon. Viable, ça signifie quoi? Ça signifie capable de se multiplier. Donc on mesure le nombre de bactéries ou cellules fongiques capables de se multiplier dans un échantillon donné. On est sur des échantillons de 100 ml là. La première chose qui a été mesurée, c'est la flore totale à 37 degrés. Qu'est-ce que c'est? Ça représente la teneur moyenne en bactéries luno, tout simplement. Et ce sont des germes non pathogènes capables de se développer dans des conditions normales de culture, donc à 37 degrés. Les risques et les nuisances possibles. Il n'y a pas d'effet direct sur la santé. Par contre, des désagréments organoleptiques, donc ça signifie un mauvais goût, une mauvaise odeur.
Et aussi la création possible d'un biofilm au niveau du réseau, donc qui va encrasser, boucher, etc. Le traitement, ça va être la même chose pour toutes les bactéries. C'est la désinfection, soit par chlore, soit par ozone, soit par UV. Vous vous doutez bien que dans notre cas, on ne désinfectera pas par chlore, mais voilà, c'est les traitements possibles. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, hein, pour toutes les bactéries analysées, le traitement il est le même. La norme pour la flore totale à 37 degrés, elle est de moins de 10 UFC pour 100 ml. Au niveau du puits et au niveau de la source, c'est pareil, nous sommes à plus de 300. Là, ça commence bien. Continuons. Ensuite, ont été mesurés les coliformes totaux à 37 degrés et les thermotolérants à 44 degrés. Alors ça, ce sont des bactéries d'origine fécale et environnementale, comme Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, etc. Les coliformes fécaux et thermotolérants, ils sont présents dans l'intestin des animaux à sang chaud, dans les matières fécales. Et il tolère une température de 44-45 degrés. Donc c'est un indicateur de contamination fécale. Et puis les coliformes à 37 degrés, donc c'est des souches environnementales qui ne se développent pas à la température de 44 degrés. Les risques et les nuisances possibles. Alors il n'y a pas de risque direct sur la santé humaine, puisque la totalité des espèces n'est pas pathogène, sauf certaines souches comme Escherichia coli, et quelques bactéries opportunistes. Des bactéries qui sont responsables d'infections respiratoires, génito-urinaires, septicémie chez les personnes âgées, fragiles, etc. Donc le traitement toujours pareil, des infections, soit par chlore, ozone ou UV. Et donc la norme, elle est de 0 UFC pour 100 ml, que ce soit pour les coliformes totaux à 37 degrés ou les thermotolérants. Donc la norme étant à 0 UFC pour 100 ml. Au niveau du puits, nous sommes à 27 pour les coliformes totaux à 37 degrés. 27. Et plus de 150 pour la source dans laquelle boit Jérôme et sa famille régulièrement. Donc c'est quand même bien au-dessus de la norme. Thermotolérant, il n'y en a pas, hein, donc il n'y a pas de signe de contamination fécale. Mais voilà, pour les autres coliformes, on est quand même bien au-dessus de la norme, surtout dans la source. Et puis quand même, le puits, 27 au lieu de 0, voilà, bof. Alors ensuite, ont été mesurés l'Escherichia coli à 37 degrés et les entérocoques. Pareil, c'est des germes qui sont non pathogènes et présents dans l'intestin des animaux à sang chaud et de l'homme, dans les déjections. Les risques et les nuisances possibles, donc c'est les pathologies intestinales, forcément. Et c'est dès la présence d'un seul UFC pour 100 ml. Et le risque sanitaire augmente plus il y a d'UFC, plus le risque sanitaire augmente. Donc la norme, elle est de 0 UFC, puisque dès 1 UFC, il y a un risque de pathologie intestinale. Et nous, on est à 0 sur les deux, le puits et la source. Ont été mesurées ensuite les bactéries anaérobies sulfito-réductrices. Alors ça signifie quoi? Donc c'est des micro-organismes anaérobies. Donc, anaérobie, ça signifie capable de se développer sans air, dans un milieu privé d'air. Et donc ces micro-organismes produisent des spores. Les spores, c'est quoi? C'est un peu comme des graines, donc produites par ces micro-organismes. Et ces graines, ces spores vont germer et produire de nouveaux micro-organismes. Donc ça va se multiplier de cette manière. C'est présent dans les matières fécales, mais moins que les Escherichia coli et les autres coliformes, et dans l'environnement, naturellement, les sols, les rivières. Donc les risques et les nuisances possibles, encore des désagréments organoleptiques, mauvaise odeur, mauvais goût, ce qui est dû à la production de sulfure d'hydrogène. Donc ça donne une odeur de soufre d'œuf pourri. Ceux qui ont déjà été dans la région de Luchon et qui connaissent les thermes de Luchon, qui s'en sont déjà approchés de près ou de loin, connaissent cette odeur délicieuse. Ça va entraîner aussi la corrosion des tuyaux en métal et en béton, et c'est un indicateur de présence de micro-organismes
pathogènes. Donc là, c'est plus embêtant. La norme, elle est toujours de 0 UFC pour 100 ml et nous, on est à 5 sur le puits et 0 sur la source. Donc là, c'est embêtant puisque l'eau qui va alimenter la maison, il y a quand même un petit indicateur de présence de micro-organismes pathogènes, possible contamination fécale, là pour le coup. Pas forcément, mais possible. Voilà. Ensuite, on va passer à l'analyse physico-chimique. Alors là, on parle en... Les unités, c'est principalement des milligrammes par litre. On n'est plus en UFC, puisqu'on est sur du physico-chimique et plus du bactériologique. Donc d'abord, le pH a été mesuré. Et on est à 7,80 sur le puits et 7,60 sur la source. Donc c'est un tout petit peu trop alcalin. Idéalement, il aurait fallu une eau un petit peu plus acide. Donc bon, c'est pas cata, mais voilà. Ensuite, ont été mesurés les nitrates. Et ça, c'était une mesure assez importante pour nous, parce que en plus, c'est des terres qu'on sait qui ont été exploitées de manière agricole. Donc bon, voilà. Se doutait qu'au niveau des nitrates, on ne serait pas à 0. Les nitrates, en fait, c'est très soluble dans l'eau, largement répandu dans les sols, les eaux, les plantes. C'est indispensable au développement végétal, mais en excès, ça entraîne un déséquilibre et une surcharge des eaux. Donc c'est le stade final de l'oxydation, donc la nitrification totale de la matière organique azotée. Pour résumer, les nitrates, ils proviennent à la fois de la décomposition des déjections d'organismes vivants, des engrais azotés, lisiers, fumiers, donc répandus par les agriculteurs et les éleveurs. Par l'excitation des terrains, ça va se retrouver dans l'eau de source. Aussi, possible cause, possible origine, c'est le rejet des eaux usées qui proviennent des industries et des zones urbaines. C'est pas que les agriculteurs qui sont fautifs. Les risques et les nuisances possibles, alors c'est peu toxique, il y a surtout un effet diurétique. Le principal souci, c'est que ça peut se transformer en nitrite, et là on va voir que les nitrites sont plus embêtants que les nitrates sur la santé. On va le voir après puisqu'il y a eu la mesure des nitrites également. Donc la norme, elle est de moins 50 mg par litre. Au-delà de 15 mg, on déconseille pour la préparation des biberons, des nourrissons. Entre 50 et 100, donc on est au-dessus de la norme, entre 50 et 100 mg par litre, on considère que l'eau est acceptable d'un point de vue sanitaire, mais la consommation est interdite aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Et au-delà de 100 mg, la consommation est tout simplement interdite. Il y a un risque d'accumulation. Aucun effet cancérigène direct des nitrates, et on verra après que c'est pas la même chose pour les nitrites. Donc la norme étant à moins 50 mg par litre sur les nitrates, nous sommes à 26,7 mg au niveau du puits et 45 au niveau de la source. Donc on est en dessous de la norme, mais en particulier sur la source, on est quand même un peu haut. Enfin, nous, à notre goût, ça fait quand même déjà beaucoup. Bon, on n'a pas de nourrisson, mais bon voilà, imaginons on aurait un petit bébé, on pourrait pas lui donner cette eau, quoi. Ensuite, les nitrites, donc ils proviennent de l'oxydation incomplète de l'azote ammoniacal. L'origine des nitrites, c'est la transformation des nitrates d'origine humaine, la pollution atmosphérique, les eaux usées industrielles et agricoles, les risques et les nuisances possibles. Alors la méthémoglobinémie, je vais dire d'une fois, donc c'est un taux de méthémoglobine trop élevé dans le sang, ce qui induit des symptômes d'anémie. On appelle ça aussi le syndrome du bébé bleu. Donc la population à risque, les nourrissons, évidemment, de moins de 6 mois, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées, les personnes les plus fragiles. Ça peut aussi induire la formation de nitrosamines. C'est des substances classées comme cancérogènes pour l'homme. L'exposition principale aux nitrosamines, c'est le tabagisme, voilà, pour exemple. Donc la norme pour les nitrites, elle est de moins de 0,100 mg par litre, 0,100. Et donc au niveau du puits, on est à 0,104. Et sur la source, on est à 0,005, donc on est bien. Pas de souci sur la source. Par contre, le puits, on est très légèrement au-dessus de la norme, et sachant que les nitrites, voilà, ça peut être cancérogène.
c'est pas terrible. A été mesurée ensuite la dureté de l'eau. Donc elle indique la quantité de calcium et de magnésium présente dans l'eau. Et ça se mesure en degrés français. Donc un F majuscule et petit rond. En dessous de 15 degrés français, on considère que l'eau est douce, mais agressive. En fait, c'est pas une bonne chose. Et au-delà de 25 degrés français, c'est une eau incrustante. Donc la norme, elle est entre 15 et jusqu'à 30 degrés français. En dessous, c'est pas bon. Au-dessus, c'est pas bon non plus. Donc les risques et les nuisances possibles, donc il n'y a pas d'effet néfaste sur la santé. Par contre, une eau agressive, donc en dessous de 15 degrés français, elle va causer de la corrosion, dissoudre la couche de carbonate de calcium protectrice des canalisations, du coup, libération d'éléments indésirables, voire toxiques dans l'eau comme le plomb, le cadmium, le fer, le cuivre, etc. Ça va causer aussi une dégradation des appareils de chauffage, limiter les facultés de rinçage, et donc une risque de persistance du savon sur la peau et des irritations. Ensuite, une eau incrustante, donc au-dessus de 30 degrés français, elle va causer des dépôts, un entartrage des canalisations, des chaudières, des appareils ménagers, des ustensiles de cuisine, une peau rêche. On va utiliser plus de savon et de détergent puisqu'il va moins mousser, puis un goût désagréable et un temps de cuisson prolongé pour les légumes. Le traitement, eh bien, se fait par adoucisseur. Seulement, nous avons une phytoépuration avec des plantes et les plantes n'avaient pas très bon ménage, donc j'en reparlerai après, mais voilà, on traite la dureté de l'eau par un adoucisseur. Ensuite, le fer, donc on le retrouve dans l'eau pour diverses raisons, la composition naturelle des sols, le lessivage des minerais, des rejets industriels, la corrosion des canalisations métalliques et l'utilisation de sel de fer comme coagulant. Quels sont les risques et nuisances possibles? Donc il faut savoir que le fer, on en a besoin quand même, hein, c'est un oligo-élément essentiel. On a besoin de 10 mg par jour. Au-delà, il n'y a pas de toxicité en soi, mais ça peut causer des troubles digestifs bénins à haute dose. Les effets gênants qu'il peut y avoir, autre que cela, c'est la formation de dépôts dans les canalisations en association avec le manganèse, et le manganèse, on va en parler juste après. La coloration rouille de l'eau, la turbidité, donc une eau trouble, et un goût métallique de l'eau. La norme étant de 0,200 mg par litre, nous on est aussi bien au niveau du puits que de la source, puisqu'on est à 0,02. Donc sur le fer, on est bon. Ensuite, on en parlait, le manganèse. L'origine de sa présence dans l'eau, comme pour le fer, c'est la composition naturelle des sols, le lessivage des minerais, les rejets industriels, mais aussi les carburants aux additifs organométalliques. Les risques et les nuisances possibles, alors là pareil, on est sur un oligo-élément essentiel, on en a besoin entre 2 et 5 mg par jour en tant qu'adulte. Toutefois, s'il y a carence, alors ça pourra entraîner, mais non, mais jamais de la vie. Je me fais agresser par une punaise. C'est quoi ces insectes là? Ils veulent tous me tuer. Donc je disais, en cas de carence, ça pourra entraîner des troubles métaboliques, des troubles de la croissance, une hypercoagulabilité, en une fois encore, des symptômes neurologiques. A contrario, en excès, ça pourra entraîner des hallucinations, une altération de la mémoire, des maux de tête, insomnie, bronchite, embolie pulmonaire, faiblesse musculaire, maladie de Parkinson, schizophrénie. Schizophrénie. Pas de toxicité auto généralement rencontrée dans l'eau, il y a un danger à partir de 20 mg par litre. Les effets gênants, ils sont dans le même esprit que pour le fer, donc avec une corrosion des canalisations, la formation d'une couche noirâtre, la coloration noire de l'eau qui peut tacher les vêtements, le linge, la plomberie, et un goût métallique, pareil. La norme, elle est de 0,05 mg par litre. Sur le puits, on est à 0,14. Sur la source, nous sommes à 0,08. Donc, pas terrible. Ensuite, les matières organiques. Qu'est-ce que c'est que cette chose? La définition de la matière organique, c'est l'ensemble des molécules contenant du carbone issu des organes vivants, non n'importe quoi, issu des organismes vivants ou les constituants. Les risques et les nuisances possibles. Alors par combinaison avec le chlore, dont on va parler juste après, et ce sera la dernière chose qui a été mesurée dans cette analyse. Donc par combinaison avec le chlore, la matière organique peut former des composés cancérigènes comme les
Trialométhane. La coloration de l'eau, un goût désagréable. La norme est en dessous de 5 mg par litre. Et donc nous, sur le puits, nous sommes à 0,60 et à 0,20 sur la source. On est bon. Et enfin, comme je vous le disais, le chlore libre et total. Alors le chlore total, il est égal au chlore libre plus chlore combiné. Le chlore combiné, c'est des composés chlorés formés par réaction avec les matières organiques dont on a parlé juste avant. Le chlore total, c'est le chlore qui reste dans l'eau, qu'il soit libre ou qu'il y réagit. Donc les risques et les nuisances possibles. Concernant le chlore total, il peut endommager le système respiratoire et pulmonaire, affecter la peau et donner un goût et une odeur désagréable à l'eau selon la proportion de chlore qu'il y a dedans. Il n'y a pas de norme européenne, mais l'OMS a établi une valeur guide qui est de 5 mg par litre pour le chlore total. Donc nous, au niveau du puits, chlore total, on est à 0,13 et 0,09 pour la source. Et en chlore libre, on est à 0,09 et 0 pour la source. Le critère retenu là, par Resalab, c'est en dessous de 0,3. Donc que ce soit pour le chlore libre ou le chlore total, on est bien en dessous, aucun souci. Et puis matière organique aussi, donc voilà, il n'y a pas de réaction délétère entre les deux. En conclusion, on a une eau dure qui va nous flinguer nos canalisations, nos lavabos, douches, nos pots atopiques, qui contient des nitrates en quantité acceptable selon la norme, mais peut-être pas forcément acceptable selon nous, et un chouïa trop de nitrite, un peu trop de manganèse et beaucoup trop de bactéries. Donc adieu notre berquet qui ne filtre pas les nitrates. On va devoir trouver du coup un adoucisseur sans sel, puisque comme je vous le disais, on a une phytoépuration. Et donc, si on a un adoucisseur avec sel, ça va nous flinguer nos plantes. On a vu que Josmose avait des adoucisseurs sans sel, à voir si ça peut nous convenir, puisqu'il nous faut aussi quelque chose, qui protège nos appareils, nos canalisations, etc. Et aussi nos peaux, parce que j'ai pas envie de sortir de la douche rouge comme une écrevisse. Pour traiter à la fois les bactéries et les nitrates, il nous faudra un osmoseur, puisque avec une simple lampe à UV, on pourra traiter que les bactéries, donc autant faire d'une pierre deux coups et prendre un osmoseur. Là encore, chez Josmose, comme son nom l'indique, ils ont des osmoseurs, ils ont beaucoup de choix. Pour l'instant, on ne s'est pas penché plus que ça là-dessus. Dans les mois à venir, hein, de toute façon, on vous tiendra au courant de nos choix. On n'en a pas un besoin immédiat, mais quoique avec le mobil-home ça va vite arriver. Donc voilà, pourquoi pas vous refaire une vidéo en partenariat avec Josmose pour vous présenter le matériel qu'on a choisi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé autant que moi. Ça m'a intéressé de la faire, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris plein de choses. Peut-être que ça vous aura donné l'envie vous aussi de faire analyser votre eau. À savoir que chez Josmose, donc je vous mets le lien en description, vous avez des kits pour faire des analyses vous-même chez vous. Ou alors vous pouvez faire comme on l'a fait, des analyses en laboratoire. Vous avez des packs en fait, c'est ce qu'on a pris. Mais vous pouvez aussi faire à la carte s'il y a des choses qui pour vous manquent dans les analyses proposées de base. Vous pouvez rajouter à la carte, bah voilà, je veux analyser ci, ça, il y a beaucoup de choix. Donc allez voir sur le site. En attendant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour être notifié des vidéos à venir. On remercie comme toujours nos tipeurs. Vous avez le lien du Tipeee dans la barre de description. Nos tipeurs Sensabilité, Laure et en particulier Starkey qui a profité de son tip du mois pour nous faire part de la naissance de sa petite Anaé. Donc félicitations à toute la famille et bienvenue à Anaé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo chantier. Cette fois on vous montrera la construction des piliers de portail. On avait partagé quelques photos déjà. Ce sera la construction des piliers de portail en pierre tout beau. Je vous dis à très bientôt. Ciao!